Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette 40e Up Conférence dans l'ambiance intime de la Gaieté Lyrique et le plateau média. Je m'appelle William Eland Goldsmith, je représente le groupe SOS ce soir qui organise ces Up Conférences et je vais vous en dire quelques mots. Juste pour commencer, remercier les équipes de la Gaieté Lyrique pour leur accueil. C'est la deuxième fois que les Up Conférences sont organisées au plateau média de la Gaieté Lyrique et on a par ailleurs pas mal de collaborations avec la Gaieté Lyrique, notamment une grande soirée qu'on a organisé le 7 octobre dernier sur l'innovation partagée. Alors les Up Conférences, en quelques mots, je vais vous proposer de regarder un petit film d'animation qui explique le concept des Up Conférences qu'on va pouvoir lancer tout de suite. Voilà les Up Conférences. J'en profite également pour dire aux internautes que la conférence est diffusée en live streaming. Donc on salue évidemment tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment sur Internet et leur dire, et même si Flore le rappellera tout à l'heure, qu'ils peuvent tweeter tout au long de la conférence sur le hashtag UpConf. Quelques mots également sur l'écosystème Up. Les Up Conférences se sont dotées récemment d'un tout dernier outil qui s'appelle Up Campus, up-campus.fr, qui vous permet de poster pour ceux qui sont porteurs de projets leur projet, de consulter la liste des participants pendant les conférences. Et c'est un outil qui se veut être collaboratif, qui vraiment doit être saisi par tous ceux qui s'y inscrivent. Notamment, on a en ce moment en vote le nom du slogan de Up Campus. Également remercier les partenaires des Up Conférences, sans qui ces rencontres ne pourraient pas exister, Danone Communities, la ville de Paris, la Accenture et le Crédit Coopératif. Également remercier les partenaires presse des Up Conférences, Libération, Radio Classique, L'Express et Up le Mag qui a été distribué à l'entrée pour ceux qui ont pu le voir. Il restera quelques exemplaires à la sortie. Enfin, vous dire que ces Up Conférences sont organisées par le groupe SOS. Pour tout connaître sur le groupe SOS, vous pouvez vous connecter sur www.groupe-sos.org. Voilà, j'en ai terminé et donc je vais laisser la parole à Flore Benningen, cofondatrice de WeShare, qui nous fait l'amitié d'animer cette conférence. Merci Flore et puis à tout à l'heure. Merci. Eh ben, merci pour l'invitation. Comme je disais à Thomas tout à l'heure, on n'arrête pas de se croiser, on n'a pas le temps de discuter, donc c'est aussi l'occasion pour nous de parler un peu plus du fond. Pourquoi je suis là et pourquoi j'ai été invitée à animer cette conférence. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle WeShare et qui travaille sur l'économie collaborative. Alors l'économie collaborative, c'est assez large. C'est toutes les pratiques, notamment peer-to-peer, qui révolutionnent un petit peu nos manières de consommer, mais aussi de financer des projets, de produire, etc. Et dans cette économie collaborative, il y a une partie qui nous intéresse tout particulièrement, qui est celle de la production contributive. Et cette production contributive, qui a un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles on reviendra tout au long de cette soirée, notamment l'horizontalité, la mutualisation des connaissances, donc le partage de ces connaissances, l'organisation en réseau ou encore le partage en open source. Et ben toutes ces caractéristiques, on les retrouve aussi dans le domaine de la science ouverte, de l'innovation ouverte. Alors c'est tout un tas de termes qu'on essaiera peut-être de définir un petit peu plus précisément avec Thomas.
Et donc c'est pour ça que voilà, le lien étant fait entre l'économie collaborative et la science ouverte, l'open science ou l'innovation ouverte, je me retrouve à interviewer Thomas Landrin, le fondateur de La Paillasse. La Paillasse qui est à la fois un lieu et une communauté de gens qui s'intéressent aux biotechnologies en particulier, mais je pense que tu nous diras que c'est pas seulement limité aux biotechnologies, et aux biotechnologies en mode ouvert, en mode partage, en mode peer-to-peer, en mode mutualisation des connaissances. Alors, avant qu'on commence les questions pour mieux te connaître personnellement et mieux connaître le projet de La Paillasse, je voulais vous rappeler que donc il y a le hashtag qui vous permet de suivre la conférence, c'est le UpConf, que vous pouvez aussi éventuellement poser des questions que je peux reprendre au fil de la discussion, même s'il y aura une session de questions à la fin, bien évidemment. Et que voilà, le Twitter de Thomas, c'est Thomas T-Landrin, voilà, T_Landrin. Si vous voulez l'interpeller également à l'issue de la conférence, je pense qu'il vous répondra avec plaisir. Alors, Thomas, je ne vais pas refaire ton CV, parce que d'abord, ce n'est pas forcément toujours le plus important. Et surtout, le mieux, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours scientifique et puis ton parcours de porteur de projet, finalement, au sein de La Paillasse. Donc, d'abord, toi, tu as étudié quoi? Et qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer d'autres personnes et à fonder La Paillasse? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir parler de La Paillasse et de tout ce que cette communauté est en train de réaliser aujourd'hui. Et oui, en effet, on se croise souvent au Flore, mais on a rarement en fait, l'occasion de vraiment de rentrer dans les détails. Donc, comment ça a commencé? Alors moi, originellement, je suis biologiste. J'ai un parcours académique, j'ai fait des études à l'université, puis ensuite j'ai réussi à passer par l'école normale supérieure en biologie. Il se trouve qu'en arrivant à l'école normale supérieure, je m'attendais à trouver un peu l'apex, l'ultime format et pédagogique, découvrir des choses extraordinaires, mais en fait, on nous laissait totalement en fait, au dépourvu. Et j'ai passé plus de temps finalement à apprendre du suédois, du japonais, à faire de la philosophie que de faire de la biologie. Donc je me suis retrouvé un peu déstabilisé. Et j'ai fini par finalement prendre l'habitude de faire les choses par moi-même, dans le sens où, puisque je n'allais pas être assisté en fait, par l'environnement qui m'entourait, j'allais créer mon propre environnement. Et à ce moment-là, il y avait l'occasion de partir faire un stage de recherche. Alors j'étais en M1, et alors que tous mes petits amis partaient aux États-Unis dans les grands laboratoires de recherche, j'ai décidé en fait finalement de ne pas aller aux États-Unis. Et parce que je savais que j'y allais de toute manière à un moment donné, quand on fait une carrière académique, on finit toujours aux États-Unis à un moment donné, mais de partir en Finlande. Je suis parti en Finlande parce qu'il y avait un laboratoire qui me plaisait bien à Turku. Alors Turku, c'est la 3e plus grande ville de Finlande avec 150 000 habitants, mais ils ont un super centre de recherche là-bas. Et en fait, en arrivant sur place à Turku, dans ce laboratoire, j'avais 21 ans. Et parce que je venais de l'ENS, ils ont cru que j'étais une sorte d'absolu génie, comme ça. Donc ils m'ont dit, voilà, ça c'est un bureau, tu t'installes, puis tu fais ce que tu veux. Donc je me suis retrouvé comme ça à l'âge de 21 ans à être chercheur indépendant. Donc j'avais en soi un budget, etc. J'avais un laboratoire et j'ai pu m'amuser, et ça pendant pratiquement un an. Et ça a été une expérience fabuleuse. J'ai pu vraiment me tuer à la tâche comme je voulais et sur ce qui me plaisait, et j'ai été parfaitement bien entouré. Alors cette expérience a été révélatrice parce qu'une fois qu'on a goûté à cette liberté, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc quand je suis rentré en France, ça a été la désillusion totale. À ce moment-là, je commençais mon M2. J'ai fait un M2 de génétique à Paris 7. Et à ce moment-là, c'est pareil. C'est des cours pas forcément très intéressants, extrêmement rigides, un peu passéistes. Voilà, pas du tout en prise avec les mouvements de la science et de la technologie qui étaient en train de se produire à ce moment-là. Je vais y venir. Et donc, à ce moment-là, je découvre en fait la biologie synthétique. La biologie synthétique, c'est un nouveau pan en fait, des biotechnologies qui, par la maîtrise
presque extrêmement poussée en fait, du langage de l'ADN, on est en mesure de reprogrammer des êtres vivants. Donc, on parle de bactéries ou tout type de cellules, pour leur faire des tâches que la nature n'aurait probablement jamais en fait, sélectionnées. Donc ici, il s'agit vraiment en fait, de prendre la cellule comme un ordinateur qu'on peut reprogrammer et lui faire exécuter un programme. Et ça marche relativement bien et on progresse extrêmement vite là-dessus. Et donc, lorsque j'ai vu en fait, cette biologie synthétique émerger depuis les États-Unis, qui émerge depuis les années 2000, j'ai voulu m'y intéresser de plus près, sauf qu'il n'y avait absolument nulle part en France où faire la biologie synthétique. Alors, pour moi qui ne suis pas du tout scientifique, Ouais. est-ce que ce que tu appelles biologie synthétique, c'est la même chose que les biotechnologies? Alors, dans les biotechnologies, il n'y a pas, que la, que la biologie synthétique. La biosynthétique, c'est vraiment faire de la reprogrammation génétique. Voilà. Donc, alors que les biotechnologies, c'est utiliser tout type de matière vivante, on peut appeler ça comme ça, tout type d'échantillons, même y compris non génétiquement modifiés. Pour vous donner un exemple, la biosynthétique permet par exemple d'apprendre à compter une bactérie. Voilà. Ça permet de demander à une bactérie de produire des molécules extrêmement complexes qu'on normalement fabriquait de manière chimique, et ce donc voilà, de manière totalement biologique, donc de manière beaucoup moins polluante. C'est comme ça que par exemple toute l'insuline utilisée par les diabétiques aujourd'hui dans le monde sont produites non pas comme avant on extrayait ça du sérum de porc, mais par des bactéries. Voilà, donc ça pose beaucoup moins de problèmes immunologiques parce qu'il y a moins d'anticorps en fait dans le sérum. Il n'y en a pratiquement pas, enfin il n'y en a pas du tout. Et donc en plus c'est beaucoup moins cher. Il y a plein d'applications comme ça, et surtout c'est pas juste l'aspect production, c'est l'aspect logique, c'est-à-dire qu'on pouvait amener une nouvelle logique, on pouvait finalement vraiment prendre par exemple la capacité d'une bactérie à sentir tel ou tel événement, voilà, et puis lui faire produire à ce moment-là telle ou telle chose en fonction de la présence de tel ou tel signal dans l'environnement. Donc on est vraiment sur la programmation. Et ça m'a beaucoup intrigué, mais parce qu'à ce moment-là, on était en 2006, il n'y avait absolument, vraiment aucun laboratoire en France qui en faisait. Avec des copains, on a fondé le club de biologie synthétique de Paris. Donc c'était un club d'amateurs qui, toutes les 2 semaines, on se réunissait. Alors on s'est d'abord réunis en fait, au CRI, au Centre de recherche interdisciplinaire, qui nous a rapidement accueillis. Et on analysait nous-mêmes en fait, les publications scientifiques qui sortaient et on s'auto-formait. Et puis au fur et à mesure, c'est pas que des étudiants qui sont arrivés, c'est aussi des chercheurs, des professeurs, parce qu'encore une fois, c'était le seul endroit où on pouvait apprendre à faire de la biosynthétique. Et je me suis tellement en fait, intéressé à la biosynthétique que j'ai fini par presque abandonner ce que je faisais à côté, c'est-à-dire mon master. Et on a monté en fait, une équipe d'étudiants pour participer à un concours de biologie synthétique organisé par le MIT. Le MIT qui est une grande institution académique aux États-Unis, probablement l'endroit où il y a la plus grande densité de prix Nobel au monde. Et on a participé très naïvement, on a monté un projet. Alors la compétition iGEM, donc c'était cette fameuse compétition de biologie synthétique, eh bien, permet aux étudiants d'entreprendre vraiment un projet par eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'ils décident de poser une problématique, de créer un projet basé sur la biologie synthétique pour y répondre, et de l'expérimenter en laboratoire et d'aller le défendre devant un jury au MIT. Nous, on s'est intéressé à comment on peut créer une bactérie multicellulaire synthétique. C'est-à-dire, en gros, une bactérie, normalement, c'est unicellulaire, c'est une seule cellule et ça se divise par clonage. Là, en fait, on a mis en place le grand dogme de la multicellularité, c'est-à-dire que d'un côté, on a les cellules sexuelles, de l'autre côté, les cellules du soma. En gros, les cellules du soma qui sont là pour soutenir les cellules sexuelles pour qu'elles arrivent à maturité. C'est très matérialiste, mais on peut voir ça comme ça. Mais l'appliquer, en fait, chez les bactéries, pour comme ça avoir 2 lignées cellulaires différentes via différenciation. Bizarrement, on y est parvenu, mais relativement simple. On a réussi à implémenter un tel concept en fait chez les bactéries, et on a obtenu en fait le Grand Prix de la recherche fondamentale de la compétition. On a été finaliste avec une médaille d'or. Bref, en gros, une équipe d'étudiantes qui a monté ça en fait par eux-mêmes. On s'est retrouvé à battre les plus grandes universités américaines, voilà, Stanford, Harvard, MIT, etc. On est rentré en France. On s'est dit, il se passe quelque chose là, c'est pas normal. Avec toujours si peu de moyens et voilà, pas d'infrastructures. Exactement, et totalement de manière bottom-up, avec une initiative avant tout communautaire, de personnes qui ont envie de travailler ensemble et qui font les choses ensemble avec ce qu'ils ont sur place. Et donc, à ce moment-là, je décide de me jeter à corps perdu dans la biologie synthétique. Je cherche à me lancer dans un doctorat. À ce moment-là, moi j'avais quitté mon premier Master 2, je décide d'en faire un deuxième pour me préparer au doctorat, parce que quand on fait de la biologie synthétique, il faut faire également beaucoup de programmation, des mathématiques, il faut savoir modéliser des systèmes complexes biologiques. Et c'est des choses que malheureusement aujourd'hui dans les cursus biologiques académiques, on n'étudie pas vraiment bien.
Et c'est une vraie erreur. Donc je passe un an en fait à apprendre à programmer et à faire des mathématiques appliquées à la biologie. Et puis je me prépare à partir aux États-Unis pour faire une thèse. Et à ce moment-là, j'ai un professeur de Polytechnique qui a enseigné la bioinformatique, qui s'appelle Alfonso Jaramillo, qui vient me voir, qui participait de temps en temps au club de biologie synthétique et qui me dit voilà, moi je fais de la biologie théorique, je m'intéresse au design de protéines, mais vraiment virtuel, et j'aimerais bien passer à l'expérimental, dans la partie réelle. Donc j'aimerais bien créer un laboratoire de biologie synthétique en France, donc a priori le premier. Et est-ce que ça t'intéresserait de le monter avec moi? Parce qu'il savait que je voulais faire une thèse, donc du coup il me dit je te paye pendant un an, je te donne un chèque en blanc avec une salle vide et tu m'en fais un laboratoire. Et ensuite, tu peux commencer ta thèse dans le laboratoire. Donc là, forcément, les États-Unis. Voilà. Donc du coup, je me dis, je peux rentrer en France et en plus, je peux apprendre à monter un laboratoire. Et donc, c'est ce que je fais. Je commence ma thèse à ce moment-là dans le laboratoire que j'ai monté. Ça a été une expérience assez fabuleuse de se rendre compte de ce que c'est vraiment de monter un laboratoire, de gérer. Tout ça, toutes ces expériences en fait, que je suis en train de citer vont être essentielles pour, après, la création de la paillasse. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand je commence ma thèse, moi je découvre un mouvement qui s'appelle le Do-It-Yourself Biology. Aux États-Unis, c'est en 2009, où on l'appelle le DIY Bio, le biohacking, etc. Donc c'est un mouvement qui émerge en fait de Boston, à côté du MIT. Et il y a beaucoup de raisons pour ça, parce que en fait, l'émergence de ce mouvement du biohacking, qui en fait prône une biologie totalement ouverte, une réappropriation en fait de la biologie hors les murs, eh bien, est très associé, je pense, au concept qui a été véhiculé par iGEM, c'est-à-dire des étudiants capables en fait d'agir par eux-mêmes sur des systèmes relativement complexes et c'est pratiquement en toute autonomie. On reviendra sur le DIY Bio et le biohacking. Et à ce moment-là, je trouve que l'idée est exceptionnelle et je me rends compte que même dans son propre laboratoire, on n'est pas capable de faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas en liberté en fait, de pouvoir entreprendre tous les projets qu'on souhaiterait. On est tenu par un cadre académique, de projet, de hiérarchie aussi, et on a des contraintes indirectes qui est l'environnement même en fait, du laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine consanguinité dans les laboratoires. On a tendance à avoir souvent les personnes avec les mêmes types de background, types de formation. Voilà, ou les mêmes types de compétences. Et le fait qu'on ne puisse pas forcément facilement faire venir des gens extérieurs, ça limite en fait la diversité. Donc, à ce moment-là, inspiré par le DIY Bio aux États-Unis, je décide de me lancer dans la création d'un laboratoire qui pourrait me permettre de faire un peu les expériences que je voudrais. Et donc un laboratoire de biohacking. Le biohacking, ça ne me parlait pas vraiment à l'époque. Moi, la biologie, je connaissais, mais le hack, pas du tout. Le hacking, c'est une culture auquel je ne m'étais pas connecté jusqu'à présent. Et donc, je tape Hackerspace Paris et je tombe dans Google et je tombe sur le TMP Lab. Alors le TMP Lab, c'est un des premiers hackerspace qui a été mis en place en France il y a pratiquement 10 ans, je crois. Et, alors peut-être en 2 mots quand même définir le terme de hackerspace qui parle peut-être pas à tout le monde. Alors, faut voir que un hackerspace, c'est avant tout un laboratoire communautaire. Donc c'est un espace qui est créé pour une communauté. C'est une communauté qui crée ce lieu parce qu'elle a envie de travailler ensemble dans un esprit de partage, de transparence et de contre-pouvoir. Donc ce sont des lieux qui sont un peu en marge, qui sont très underground. Et on va y trouver surtout des thématiques de travail autour de l'électronique, de la sécurité informatique, etc. Et moi, quand je suis rentré au TMP Lab, quand j'ai découvert le TMP Lab, parce que je les ai contactés pour pouvoir découvrir ce milieu-là, j'étais époustouflé. À l'époque, le TMP Lab était à Vitry-sur-Seine, là où allait s'installer plus tard la paillasse. C'est un bâtiment donc c'est totalement désaffecté, hein, c'est dans un squat d'artistes, et ça occupe une cave à côté d'une voie ferrée où passe le RERD d'ailleurs. Et pour rentrer, il faut rentrer dans une cour comme ça, totalement obscure, descendre des escaliers, pousser la végétation et rentrer par une porte métallique. Et là, on se retrouve en fait devant un paysage d'ordinateurs dans tous les sens, des gens qui s'agitent, qui soudent des composants. Et j'ai été époustouflé. Et ces gens qui travaillent en fait avec des valeurs qui, pour le coup, sont exceptionnelles, vraiment encore une fois de partage, de transparence et de contre-pouvoir, et qui essaient vraiment de mettre à disposition la technologie à tous et qui permettent à chacun en fait de se réapproprier pour pouvoir s'exprimer avec la technologie. Et des choses que normalement en fait on pourrait retrouver dans un laboratoire académique. Oui, mais une culture très différente finalement. Exactement. Et à ce moment-là, très simplement, je dis écoutez les gars, ce que vous faites c'est génial. Moi j'adore, ça me parle beaucoup et j'aimerais faire la même chose avec les biotech. C'est de là d'où je viens et il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce qu'aujourd'hui les biotech, c'est un milieu, dès qu'on veut entreprendre quoi que ce soit, on ne peut rien faire parce que si on n'a pas accès à un laboratoire, tout est cher.
déjà. Il n'y a aucun équipement ou consommable abordable. Donc ça limite énormément en fait la prise d'initiative. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez trouvé des solutions d'approvisionnement par la suite pour monter la paillasse un peu originales. Voilà, donc en arrivant au TMP, déjà j'ai pu m'adresser à une communauté déjà présente. Donc c'est parmi ces personnes-là en fait qu'on a pu en fait, c'est avec ces personnes-là que j'ai pu commencer en fait à créer leur brillante paillasse. C'est des personnes personne n'était biologiste. Donc j'étais vraiment le seul biologiste et vous allez voir qu'en fait les biologistes sont restés en minorité et ce pendant toute l'histoire de la paillasse. Il y a plusieurs raisons pour ça. Donc on a commencé à se dégager, voilà, à commencer à se donner du temps. Donc pareil, on a comme une sorte de club. On s'est réunis toutes les 2 semaines avec des gens qui s'étaient intéressés par le concept de biohacking à l'époque, qui était vraiment hyper émergent. Donc ça c'était en 2009-2010. Et puis au fur et à mesure, on a commencé en fait à étudier quels projets on pouvait mettre en place, mais on n'avait pas encore de laboratoire. Le laboratoire est venu beaucoup plus tard parce que en fait le laboratoire a été construit en mars 2012. Donc pratiquement 2 années plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, en fait, on est venu en résidence avec le TMP Lab à la Gaîté Lyrique. Donc c'est assez marrant d'être ici, parce que à l'ouverture de la Gaîté Lyrique, c'était en février 2011, me semble, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un de la Gaîté est là. Ils ont mis en place une résidence ouverte tous les jeudis soirs. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et donc le TMP Lab était invité, il y avait carte blanche pour occuper l'espace justement de la librairie qui est juste là. Et donc on a accompagné le TMP Lab. Et c'est là où finalement on a pu s'ouvrir à un public qui était beaucoup plus large, qui n'était pas seulement en fait les gens du TMP, qui devaient quand même, fallait quand même se rendre en RER, à Vitry-sur-Seine, connaître le lieu, être familier et pas avoir trop peur, voilà, de rentrer trop tard dans un milieu obscur. Et donc c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on a vraiment pu construire une vraie communauté propre à la paillasse, avec des gens qui étaient beaucoup plus diversifiés, en dehors du monde hacker pur. Et c'est là, à partir de ce moment-là, en fait, qu'on a décidé, ok, on va mettre en place un laboratoire ensemble. Alors, c'était pendant l'été 2011. L'été 2011, on récupère un morceau de l'espace du TMP Lab. On obtient 15 mètres carrés sur les 90 que le TMP a. Mais on se dit, voilà, il faut qu'on monte un lab, donc il faut qu'on ait des équipements. Comment on va faire? À ce moment-là, en fait, on se rend compte que dans le système de provisionnement en fait, et de recyclage des équipements scientifiques, il y a un peu une faille. C'est que les laboratoires sont aussi consuméristes que nous. C'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir la dernière machine pour pouvoir faire leur expérience correctement, elle est toute belle, et puis l'ancienne, on la met de côté, et puis on finit par la jeter alors qu'elle est encore fonctionnelle. Et puis on a souvent des crédits qui nous sont donnés pour justement acheter une nouvelle machine, donc il faut absolument tout dépenser, sinon les crédits ils repartent en fait au fournisseur. Donc il y a comme ça une surconsommation en fait d'équipements, un non-partage total en fait des équipements entre les laboratoires, donc il y a une redondance. Et donc au final on se retrouve avec des équipements relativement de bonne qualité, encore fonctionnels, dans des bennes à ordures. Alors nous on s'est juste placé entre les laboratoires et les bennes à ordures. Et on a fini par aller, alors au début, vraiment récupérer en fait des équipements parfois dans des bennes, récupérer des équipements dans des laboratoires même abandonnés. Quand il y a des startups qui font faillite et qui abandonnent le bâtiment en laissant les équipements sur place, ça arrive. Ça nous est arrivé, on a récupéré comme ça énormément d'équipements dans un ancien laboratoire d'analyse des eaux de Paris. On a également passé des partenariats au fur et à mesure avec des laboratoires existants qui du coup en fait ont été sensibilisés à ce qu'on fait et nous donnent en fait un peu systématiquement en fait leur vieux matériel. Donc assez rapidement, en l'espace de 3-4 mois, on s'est retrouvé en fait à constituer un laboratoire entièrement fonctionnel et ce pour 0 €. En fait, le laboratoire de la paillasse à ce moment-là était mieux équipé que mon propre laboratoire de thèse. Et pour moi, ça a été un vrai choc parce que ce laboratoire de thèse, c'est moi qui l'avais construit. Je connaissais les prix des machines, je savais en fait quelle galère ça pouvait être. Et puis, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, il faut qu'on creuse plus loin. À ce moment-là, à partir du moment où on a un laboratoire qui fonctionne, on peut commencer à accueillir une communauté de personnes qui ont envie de faire des choses. Et on n'a pas cherché en fait à faire de la publicité particulière. On a laissé les gens venir. C'était beaucoup par bouche à oreille.
Donc le laboratoire. Qui étaient ces gens à l'époque? Donc des gens qui se situaient en dehors de la recherche académique? Complètement. En fait, c'était d'abord des gens qui venaient du milieu hack, des hackerspace, donc vraiment du milieu alternatif. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'artistes, d'ingénieurs, de simulacres qui sont venus à la paillasse et qui ont voulu se réapproprier en fait aussi la biologie. On a commencé à travailler ensemble. Et au fur et à mesure, en fait, également, des biologistes ont fini par le découvrir. Les premiers projets qu'on a mis en place. Finalement, au départ, c'est toi qui as formé une partie des hackers à la biologie, finalement. Exactement. Des hackers qui étaient intéressés par le sujet, mais sans avoir de compétences. Donc finalement, la culture de partage aussi de la connaissance qui est très spécifique au hackerspace, du coup, elle s'est de fait retrouvée dans la paillasse. Exactement. Dès le départ. En fait, la paillasse, c'est un peu un laboratoire de biotech incubé dans un hackerspace, quoi. Et le premier projet qu'on a mis ensemble, qu'on a mis en place ensemble, c'est une technologie d'analyse génétique. En fait, on s'est rendu compte que on vit dans une société où on est en permanence entouré, que ce soit la nourriture, l'environnement, de choses vivantes absolument partout, mais qu'on est incapable en fait de pouvoir les identifier correctement. Aujourd'hui, on a l'accès à l'information virtuelle sur Internet de manière pratiquement infinie et gratuite. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser quelque chose en dur, en propre, c'est extrêmement complexe. Donc par exemple, savoir si vous avez des OGM ou pas dans votre assiette, à une époque où en effet il y a une crise de confiance avec les institutions agroalimentaires, ou savoir, comme vous l'avez entendu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 1 ou 2 ans, l'affaire de la viande de cheval dans les lasagnes, savoir finalement si ce qui se retrouve en fait dans votre plat est vraiment ce qu'on vous dit sur les étiquettes. Il y a plein d'autres affaires. En fait, il y a comment on fait aujourd'hui pour qu'une personne puisse se poser ses propres questions et avoir ses propres réponses. Voilà, et accéder à une information qui ici en fait est biologique. Lorsqu'on vous présente un morceau de viande, est-ce que vous êtes suffisamment spécialiste pour vous dire, ok, ça c'est vraiment, c'est du thon, du bœuf, du cheval, du porc, etc. Donc il y a quelques différences physiologiques, anatomiques, mais il faut quand même être bon. Et c'est encore pire avec le poisson, vous imaginez. Donc comment on fait pour connaître cette information? Il faut aller la chercher en fait au cœur des cellules, dans l'ADN, parce que l'ADN est unique à chaque espèce. Donc si on est en mesure d'analyser l'ADN facilement, on est en mesure en fait de savoir ce qu'il y a vraiment en face de soi. Le problème, c'est que les technologies d'analyse génétique sont extrêmement coûteuses. Aujourd'hui, il y a 2 ans, si vous vouliez, et encore aujourd'hui, si vous vouliez analyser un échantillon biologique, voilà, par exemple un échantillon de lasagne que vous avez devant vous et que vous pensez vraiment que peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre dedans, ça va vous coûter environ 300 à 400 euros l'échantillon, et ça va prendre environ 3 jours pour avoir un résultat. Je me suis dit, c'est un peu trop long pour attendre à manger. Donc on s'est dit, on peut probablement faire mieux, parce qu'avec les connaissances qu'on possédait à l'époque, entre autres les miennes en biologie et puis celles d'autres personnes en mécanique, en électronique et en informatique, on s'est dit qu'on pouvait améliorer le process. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une méthodologie déjà existante, on l'a complètement simplifiée, on a sacrifié la sensitivité de la méthode pour être plus rapide et être moins cher. En gros, en fait, on s'est appuyé sur des produits chimiques qu'on pouvait trouver en supermarché, et des équipements qui étaient déjà transformés en fait en open source, qui étaient facilement récupérables sur eBay par exemple. Et au final, en fait, on a fini par créer ce qu'on a appelé le Quick and Dirty DNA Barcoding, et pour environ 3 € par échantillon. Voilà. Et en une après-midi, on était capable en fait de tester n'importe quelle viande génétiquement, et même de repérer des mélanges, etc. Et donc ça marchait tellement bien, et c'était tellement pas cher qu'en fait on proposait aux gens de ramener leurs plats et de faire des analyses. On a fait plusieurs workshops comme ça, et on allait même en fait parfois dans les maker faire ou dans des festivals de sciences ou de technologies ouvertes. Et puis le matin on allait faire nos courses dans les supermarchés, puis on testait en fait les nourritures en fait que les gens achetaient au supermarché devant eux, et on leur montrait ce qu'il y avait vraiment dedans. Alors, en règle générale, on n'a jamais eu de grosses surprises. Hein. C'était plutôt clair, donc c'était plutôt rassurant. La grosse surprise, c'est quand même qu'on arrive à produire ce type de test beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide, dans un petit laboratoire de hackers, en fait. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que parce que tout ce qui est produit au sein de la paillasse est partagé, donc est en open source, on a rapidement partagé cette méthodologie en fait au reste de la communauté. Et donc on a comme ça en fait d'autres laboratoires comme la paillasse en Angleterre ou en Hollande qui se sont appropriés et qui ont pareil en fait mis en place ce type d'atelier pédagogique. Et qui ont pu l'améliorer aussi, parce que c'est aussi un peu un des principes des échanges entre hackerspace, c'est que chacun
se partagent les Ouais. connaissances et les améliorent. Alors là, ensuite. pour le coup, si on voulait l'améliorer, il y a un peu de boulot. C'était déjà génial. C'était pas mal poussé déjà, mais non, là, ce qu'on avait fourni en fait était suffisamment bien fait pour que ça soit utilisable tel quel. Après, maintenant, jusqu'à présent, ça n'a pas été itéré. Donc, mais au final, cette méthodologie m'a été publiée dans un journal académique spécialisé de dîner barcoding justement, et en citant la paillasse, donc c'était assez amusant. Donc ça, c'était la paillasse V1. C'était la paillasse V1. Alors, pour parler encore de la paillasse V1, donc ça, c'est un exemple, l'ADN, les tests de génétique ADN. En fait, on travaille également sur le hardware, les équipements scientifiques. Même si on peut en récupérer énormément, on ne peut pas tout récupérer. Donc, à un moment donné, en fait, pour éviter d'acheter, on est obligé de fabriquer soi-même. Et puis, au-delà de juste l'intérêt et de l'amusement de fabriquer soi-même, il y a un enjeu, en fait, de pouvoir libérer les technologies qui sont derrière, en fait, les machines de laboratoire. Vous prenez par exemple une machine PCR. Une machine PCR, c'est des machines les plus communes dans les laboratoires de biologie parce que c'est la machine qui vous sert à analyser l'ADN justement. Ça vaut entre 5 et 10 000 euros. C'est une technologie qui est totalement propriétaire, ce qui fait que en gros c'est une boîte noire, vous mettez un tube dedans et puis voilà, vous appuyez sur le bouton Start. C'est pas du tout en fait l'esprit hacker qui va avec. En général, on aime bien pouvoir décrire complètement en fait une technologie pour laisser en fait l'opportunité à d'autres personnes de l'améliorer, donc de la rendre moins chère et pourquoi pas même de la diversifier ses usages. À ce moment-là, il y a des ingénieurs, alors pas directement associés à la paillasse, mais un autre laboratoire type de la paillasse en Californie à BioCurious, qui était un des premiers biohackerspace également, ont inventé l'OpenPCR. L'OpenPCR, c'est une machine PCR qui coûte $500 et qui est totalement ouverte. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vraiment la liste des composants et en gros un peu le guide Ikea pour construire votre propre machine PCR. Et à la paillasse, comme ça, on a construit plusieurs choses aussi. On a mis en place ce qu'on appelle un transilluminateur. Alors, c'est une machine pour visualiser l'ADN en fluorescence. Ça vaut environ 2 000 euros et on a fait un pour 20 euros. Et en plus une machine qui marchait très très bien, aussi presque aussi bien et voire mieux que les machines professionnelles et qui était moins polluante parce qu'on n'utilisait pas d'UV. Enfin, c'est pour le coup un détail technique, mais moi ce qui m'a impressionné à ce moment-là, c'est que ce type de machines sont très utilisées dans les laboratoires, alors qu'ils peuvent être terriblement améliorés. Mais parce que les biologistes sont en général très conservateurs, dans le milieu académique en général, voilà, ils s'appuient vraiment sur les appareils qu'on leur fournit. Donc ils ne sont pas du tout dans l'esprit bidouille où je suis là pour modifier une machine, où je veux fabriquer ma propre machine. Donc finalement, ils évoluent avec les technologies qu'on leur fournit. Là, en fait, on avait nous-mêmes, on s'était posé la question en fait, de l'utilisation de cette machine, donc ce fameux transilluminateur qui utilise des UV, donc qui est dangereux en soi pour la personne, et dangereux également pour l'ADN qu'on va analyser, ce qui est un peu paradoxal. Et donc en fait, on a fait une version avec des lumières bleues un peu particulières et d'autres types de composants pour mettre en fluorescence ADN. C'est fou en fait finalement les implications de ce travail sur le hardware des laboratoires. Enfin, on pense aux implications positives en termes de pédagogie, de diffusion des connaissances dans les écoles, enfin de rendre accessible beaucoup. Et puis les implications politique aussi, parce que ce que tu dis sur la manière dont finalement les technologies orientent le travail des biologistes, finalement, puisque... C'est un point qui est plus que fondamental, c'est de voir aujourd'hui c'est quoi un laboratoire. C'est quoi un laboratoire? C'est un lieu avec des machines, des scientifiques qui sont guidés par une méthodologie scientifique et qui s'applique en fait à résoudre une problématique ou à étudier un phénomène on se rend compte très très vite en fait que quand on travaille dans un laboratoire, on ne peut pas tout réinventer, donc on s'appuie sur ce qui existe déjà. Et donc on s'appuie sur ce qui est facile. Donc l'écosystème en fait de la recherche académique, c'est énormément en fait d'entreprises qui fournissent des kits, des machines, etc. et qui finalement mâchent un peu le travail des scientifiques. On pourrait dire que c'est très bien, comme ça ils peuvent vraiment se focaliser sur la question et le questionnement d'aller leur travail. Ouais, mais c'est une manière aussi d'orienter ce travail. Exactement, et au final en fait ça empêche les gens à se poser la question de quel type de machine je peux vraiment produire, utiliser pour réaliser l'expérience l'expérience en question. Et surtout en fait ça limite le développement technologique. Alors il y a la science fondamentale évidemment, mais il y a également la science appliquée qui donne derrière en fait les technologies qu'on utilise aujourd'hui et les usages qui sont développés par la suite. Et un laboratoire académique, aujourd'hui, c'est quand même un lieu majoritairement d'où sortent ces fameuses technologies. Et c'est pourtant en fait un endroit qui n'est pas propice à la bidouille.
Donc, ça pose un vrai problème en fait sur la capacité en fait de la biologie à évoluer rapidement et à se poser les bonnes questions. C'est en train de changer. En fait, il faut savoir que la biologie a été révolutionnée, et entre autres la biologie synthétique est arrivée grâce non pas aux biologistes mais aux physiciens, qui sont beaucoup plus bidouilleurs. Et donc ils sont arrivés avec des concepts beaucoup plus simples, beaucoup plus carrés et rationalistes que les biologistes, qui font parfois un peu de la psychologie des protéines, on va dire. Et ça a été vraiment un vrai changement. Il y a eu une approche vraiment quantitative, pardon, et ils se sont mis à fabriquer leur propre machine, à vraiment bidouiller en fait la matière, à utiliser des technologies qu'on retrouve normalement dans l'ingénierie électronique, informatique, etc., mais appliquées à la biologie. Voilà. Et donc en fait, la présence des ingénieurs, des designers est extrêmement importante en fait dans ce mouvement également en fait du biohacking, parce qu'ils permettent d'apporter des compétences nécessaires pour réinventer les machines, les rendre moins chères et permettre par la suite en fait leur amélioration par le fait qu'elles soient open source aussi. Donc ça touche non pas seulement en fait aux citoyens ou aux biohackers, aux amateurs, etc., mais ça touche également les professionnels. Donc voilà, tu nous as donné 2 exemples de finalement ce qui pouvait se passer dans la paillasse V1 et qui probablement se passe toujours dans la paillasse V2. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment a évolué le projet depuis 2012 et vos nouvelles perspectives aussi? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avant tout, la paillasse, c'était perçu comme une expérience. On s'est dit on va monter un laboratoire ouvert, gratuit, accessible à tous. N'importe qui peut venir et proposer comme ça une idée, l'entreprendre. Puis on essaie de partager, on essaie de faire en sorte que tout soit possible. Et vraiment, on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. C'est une expérience au sens pur du terme. Et en fait, on s'est rendu compte après 2 années, où il y a à peu près une quinzaine de projets qui sont nés comme ça. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient venues à la PAS faire différents types de projets. Qu'on avait créé un environnement de travail extrêmement productif et créatif. Et ce, beaucoup plus productif et créatif que n'importe quel laboratoire académique, et ce, pour un coût totalement dérisoire. À ce moment-là... Mais de manière inconnue du grand public. Alors, de manière relativement inconnue du grand public, ouais. Et donc, on était encore, en fait, voilà, dans notre cave. On était heureux dans notre cave, mais c'était quand même... c'était une expérience qui méritait, en fait, d'être donnée à un plus grand nombre, et surtout, en fait, d'être amenée sur à une échelle plus importante pour expérimenter, en fait, dans un nouveau cadre qui était non pas celui, en fait, de l'underground, voilà, d'un milieu presque un peu élitiste, c'est-à-dire vraiment au courant et en avant sur les méthodologies de travail, mais ici en fait de le rendre un peu plus mainstream et de le proposer comme une véritable alternative au laboratoire académique ou au laboratoire incubateur type de start-up, etc., pour pouvoir réaliser des innovations en biotechnologie. Qu'est-ce qui nous a vraiment poussé à faire ça? C'est que parce qu'il y avait des projets qui étaient vraiment de très très bonne qualité qui naissaient et qui, en fait, derrière, demandaient plus de qualité, plus de présence, plus de matériel, plus d'espace pour pouvoir arriver à un état de maturation plus élevé. Alors, c'est quoi comme projet? On a par exemple eu des ingénieurs de chez Sony qui sont venus à la paillasse. À l'époque, on était dans le squat et qui ont demandé en fait à pouvoir travailler sur de l'électronique biodégradable. L'électronique biodégradable, voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est important, je pense que c'est assez clair, mais ils n'avaient aucune compétence en biologie. Voilà, donc vous avez besoin d'accéder à un laboratoire, on a travaillé ensemble, on a même trouvé une piste, on a trouvé voilà, que la mélanine, entre autres, qu'on avait dans nos cellules, était un super semi-conducteur. On ne l'a pas extrait des humains, on l'a extrait en fait de levures, entre autres. Et donc c'est un projet qui demandait une présence presque plus continue et puis avec une vision sur le développement, plus de moyens. On a monté un projet d'une encre d'une encre de stylo qu'on peut faire pousser soi-même. Alors une encre, il faut savoir que l'encre par exemple, qui est dans ce stylo est composée surtout de métaux lourds et de solvants un peu dégueux, et que on a voulu en fait en travaillant avec une designer mettre en place un stylo qui pourrait produire lui-même son encre, et ce de manière totalement biologique. Donc une encre biosourcée et biodégradable à la fois, et qui permettrait en fait vraiment de manière locale en fait à chacun de la produire soi-même. Ça c'est un projet qui pour le coup en fait est à un état très très avancé, puisqu'on a une encre qui est née, on a un stylo qui n'intègre pas en fait le système de production, mais au moins on a un système de production en fait d'encre localisée qui fonctionne très très bien.
Et là, c'est un projet qui est en train de se transformer en start-up et qui va lancer normalement une campagne de crowdfunding en début d'année prochaine, avec un kit qui permettrait comme ça à chacun de produire sa propre encre. Et qui reste en mode open source qui reste en mode open source, absolument, comme tous les projets qui sont à la paillasse, comme l'électronique biodégradable d'ailleurs aussi. On a également, ça c'est pareil, je trouve que ça parle beaucoup, on a répondu à un appel à projet de la NASA, qui proposait comme ça, en fait, de manière un peu plus large et plus ouverte, la possibilité à des groupes de personnes de participer à une innovation. Donc c'est des laboratoires plus ou moins variés, mais on a répondu à cet appel-là. Normalement qui était réservé à l'exploration spatiale, on leur a dit voilà, est-ce que vous acceptez également en fait les projets biologiques qui pourraient être liés à l'exploration spatiale? On leur a dit pourquoi. On leur a dit par exemple que si vous voulez envoyer l'homme dans l'espace, il faudrait peut-être savoir gérer ses déchets. Pourquoi? Parce que quand on est dans un vaisseau spatial, on est dans un milieu fermé avec une quantité limitée d'énergie et de matière, et que cette matière-là, en fait, si on n'est pas capable en fait de renouveler ses déchets, voilà, en matière plus réutilisable ou retransformable, on arrive très rapidement en fait dans un cul-de-sac, et puis on fait comme aujourd'hui à l'ISS, c'est-à-dire qu'on envoie des fusées juste pour rapatrier en fait les déchets sur la Terre. Voilà, on leur a dit comment on fait aujourd'hui pour pouvoir implémenter un système de retraitement des déchets efficace. La planète Terre, c'est un vaisseau spatial. La planète Terre, pourquoi c'est un vaisseau spatial? Parce que c'est un milieu qui est totalement fermé, avec une quantité limitée d'énergie et de matière, et qui traverse comme ça l'espace à plusieurs millions de kilomètres/heure autour du Soleil. Si on veut, comment ça se passe pour la planète pour retraiter ses propres déchets? En fait, le cycle de la vie général permet en fait ce retraitement des déchets. Voilà, que ce soit carbone, azote, oxygène, phosphate, etc. Tout est retraité en fait et retransformé par les différents organismes vivants que vous avez sur cette planète à différents stades. Donc on a déjà un système qui fonctionne très très bien pour ça. Il faut juste que les matériaux qu'on utilise puissent rentrer dans ce cycle-là. Donc à ce moment-là, on leur a dit que pour pouvoir justement utiliser le vivant pour faire cette transformation, c'est-à-dire en gros faire des biomatériaux et ensuite pouvoir biodégrader ces biomatériaux pour les retransformer en matière première et reproduire en fait des biomatériaux par derrière, donc avoir un cycle local fini, fermé, il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle des bioréacteurs. Les bioréacteurs sont des machines qui permettent justement de contrôler ce phénomène de bioproduction, de biodégradation. Et malheureusement, cette machine coûte très cher. Minimum dans les 15-20 000 euros pour un tout petit bioréacteur. Imaginez si on pouvait démocratiser l'utilisation des bioréacteurs imaginez ce que pourrait être la place d'un bioréacteur, par exemple, dans une cuisine aussi. Donc pour ça, on leur a dit financez-nous pour qu'on puisse travailler sur un bioréacteur à moins de 500 euros et qui serait totalement en plus ouvert pour que chacun puisse comme ça, on puisse avancer ensemble et itérer sur cette technologie qui nous paraît extrêmement importante. La NASA, via la fondation Space Gambit, nous a dit oui. Donc on a été le seul laboratoire en dehors des États-Unis à être financé là-dessus. On a obtenu environ 10 000 $. Et on s'est retrouvé comme ça dans un squat de banlieue parisienne, en fait, à être financé par la NASA pour fabriquer une technologie pour envoyer l'homme dans l'espace. Et donc c'était plutôt drôle. Donc on a comme ça plein d'anecdotes où on se retrouve en fait à travailler en fait dans un lieu qui est tellement pas fait pour ça, mais à travailler avec les plus grandes institutions et sur des projets à haute valeur ajoutée. Donc avec ces preuves de concept, en fait, on a pu aller voir la mairie de Paris, parce que là du coup je passe à l'histoire de la V2. On a été voir la mairie de Paris qui nous semblait en fait être un partenaire idéal parce qu'un biohackerspace, ça s'adresse d'abord à une localité, à une communauté locale de personnes qui veulent justement accéder à des moyens pour pouvoir expérimenter. Eh bien, à la mairie de Paris, on a été voir Jean-Louis Missika. On a pu le rencontrer très facilement et très rapidement parce qu'on a été accompagné entre autres par une personne, un des grands ambassadeurs de la paillasse qui est Gilles Babinet, qui a très vite aussi compris l'intérêt de la paillasse et qui nous a pu comme ça nous ouvrir quelques portes très intéressantes. Et on a été rencontré Jean-Louis Missika, qui a aussi pareil, de par en fait, sa carrière académique et sa présence dans certaines écoles comme le SPCI, a vite compris en fait l'intérêt d'avoir un tel espace dans une ville comme Paris. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur a proposé, c'est que si on prend le concept de la paillasse, qu'on lui donne plus d'espace, plus de moyens, et qu'on s'adresse à une plus large communauté, mais qu'on le met dans le centre de Paris, en gros on crée une bombe. C'est-à-dire qu'on est capable, normalement, de pouvoir vraiment révolutionner la manière dont les biotechnologies sont produites et surtout, en fait, la manière dont les jeunes entrepreneurs ou les jeunes étudiants, etc., ou n'importe quel porteur de projet peut s'approprier des technologies et, du coup, en fait, accélérer considérablement et ouvrir considérablement le champ des explorations possibles parce que le coût d'accès, encore une fois, à la technologie est considérablement diminué.
C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70 avec l'informatique, hein, où à l'époque, les ordinateurs, c'était des grosses machines réservées à des grosses compagnies pour les usages assez uniques. Et il y avait très peu de personnes qui savaient les utiliser. Sauf qu'à ce moment-là, la connaissance était suffisamment avancée, était enseignée dans les universités pour pouvoir justement comprendre comment fonctionne un ordinateur. Donc les jeunes étudiants de cette génération-là savaient comment un ordinateur fonctionnait. Le coût des composants électroniques avait considérablement baissé. Et donc ils ont pu fabriquer eux-mêmes dans leur garage des ordinateurs. Voilà, pour un coût totalement modéré. Ils les ont évidemment fabriqués non pas pour des entreprises, comme c'était le cas à l'époque, mais pour eux-mêmes. Et du coup, en fait, ils se sont amusés à explorer l'utilisation d'un ordinateur dans un cadre totalement différent, et ils l'ont fait pour leur propre usage. Et c'est ainsi, en fait, que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, est apparu parce que les gens ont pu se le rapproprier et ont pu s'exprimer avec comme ils le voulaient. Imaginez, voyez ce qu'on a fait du coup avec cette réappropriation aujourd'hui du numérique et de l'informatique. Imaginez ce qu'on peut faire avec les biotechnologies. Parce qu'on ne touche pas seulement au virtuel, on touche à la matière. Donc, voilà, le potentiel est juste monstrueux. La mairie de Paris dit oui, nous offre en fait une subvention pour pouvoir nous aider à arriver à Paris. On trouve un lieu après 6 mois de recherche, à peu près, c'était très très long, on trouve un lieu adéquat. Il se trouve que la PS est à 100 mètres d'ici. On est au 226 rue Saint-Denis. Ça a été un hasard pas possible parce que on connaît relativement mal en fait le quartier du Sentier avant qu'on soit arrivé. On savait pas que c'était vraiment le quartier de l'entrepreneuriat à Paris, etc. En fait, on a pris celui-là parce que c'était le plus central qu'on ait trouvé. C'est parmi les plus de 30 lieux qu'on avait visités. C'était le moins cher et le plus intéressant parce qu'en fait, c'est un lieu qui est dont les fondations datent du XVIIIe siècle. C'est le vieux Paris. On a comme ça on est sur 2 niveaux et le sous-sol, en fait, ce sont des grandes caves magnifiques en vieille pierre qui nous rappelaient beaucoup en fait notre cave à Vitry-sur-Seine. Donc il y avait un côté sentimental qu'on voulait garder. Et donc, c'est dans ces caves en fait, qu'on est en train d'installer le nouveau laboratoire de la Paillasse, puisqu'on s'est installé il y a seulement quelques mois et qu'on a fait notre inauguration il y a 3 semaines. Voilà. Donc, la Paillasse aujourd'hui, c'est quoi? C'est un laboratoire de 750 mètres carrés. En plein cœur de Paris et aujourd'hui avec une communauté de porteurs de projets qui est en train littéralement d'exploser parce qu'on a beaucoup plus de place et avec d'autres ambitions, c'est-à-dire que maintenant, on est en mesure de pouvoir tester vraiment un environnement de travail qui peut faire part avec les laboratoires académiques et de dire en fait à n'importe qui, si tu veux te lancer sur un projet, y compris de manière professionnellement, tu peux en fait venir à la Paillasse et travailler avec une communauté d'acteurs, donc accéder à des compétences que toi tu n'as pas. On n'est jamais totalement autonome sur un projet. Et également pouvoir accéder à un laboratoire à moindre prix et pouvoir en fait totalement se lancer à l'aventure, tester des choses qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant parce que les murs institutionnels sont totalement en fait imperméables, quoi. Alors très concrètement, ça fonctionne comment si moi je suis même pas forcément encore un porteur de projet, mais juste quelqu'un de curieux, comment je peux venir bidouiller à la Paillasse? Alors, il y a plusieurs manières d'interagir avec la Paillasse. Il y a déjà d'une part, en fait, c'est un lieu qui est ouvert. Donc tous les jeudis soirs, par exemple, on a ce qu'on appelle l'Open Paillasse. Le lieu est vraiment ouvert à partir de 19h. Vous pouvez rencontrer la communauté. Voilà, c'est très chaleureux, c'est très informel. Vous pouvez rencontrer les porteurs de projets, visiter le lieu, etc. Ensuite, on a énormément d'événements qui sont ouverts à tous aussi, sur des sujets très variés. Donc, ça va concerner évidemment les nouvelles biotechnologies, mais également en fait le rapport en fait des sciences avec la société. Il n'y a pas très longtemps, on a une conférence qui est organisée par WeShare à la Paillasse sur entre autres Ethereum, qui est une procédure de gestion d'informations et de partage d'informations relativement complexe, mais qui a beaucoup de potentiel. Donc on a également des sujets assez pointus. Donc on se veut vraiment en fait un lieu de démocratisation des usages technologiques, mais également des usages technologiques disruptifs émergents. C'est-à-dire que finalement, là où cette réflexion se fait aujourd'hui encore, ce sont les laboratoires académiques et les cercles académiques. On veut libérer cette information, on veut libérer cette réflexion, que ça ne se fasse pas uniquement en fait, dans les cafés des sciences, etc., avec ce rapport un peu, pas forcément condescendant, mais encore de vulgarisation, donc de métaphorisation en fait, de la science, mais qu'elle se fasse de manière directe, entre tous, par des personnes qui sont motivées, qui ne fassent pas forcément partie des cercles académiques, quoi. Alors là, du coup, on revient un peu sur le sujet Open Science. Mais avant qu'on approfondisse ce sujet-là, juste par rapport à la Paillasse, je voudrais rebondir sur
sur un mot que tu as utilisé, un potentiel monstrueux. Et en fait, moi j'entends monstrueux, ça peut être positif, ça peut être aussi négatif. Et je voulais savoir si on pouvait faire tout ce qu'on voulait à la paillasse, ou est-ce que certaines pistes de recherche pouvaient être proscrites. Est-ce que vous avez une charte éthique qui dit, bah, non, à la paillasse, on ne va pas chercher dans cette direction-là parce qu'on estime que... Alors, il se trouve que quand on travaille avec la biologie, avec le vivant, forcément, on ne s'expose pas au même risque que lorsqu'on travaille avec l'informatique. Voilà. Si on fait tomber voilà, une puce informatique, voilà, va pas commencer à interagir avec l'ordinateur d'à côté. Lorsqu'on travaille avec du vivant, forcément, il y a des aspects de contamination qui apparaissent. Et puis on travaille aussi avec des produits chimiques parfois. Donc, en fait, on a une charte éthique, même une charte éthique non pas spécifique à la PS, mais qui est globale en fait au mouvement du DIY Bio, parce qu'il y a ça il y a 3 ans et demi maintenant. On s'est réunis en fait avec tous les porteurs de biohackerspace européens et américains pendant un week-end. On a réfléchi ensemble sur qu'est-ce que le biohacking pouvait apporter de positif et quels étaient justement en fait les points négatifs que le biohacking pouvait développer malheureusement. On a décidé en fait de valoriser via des principes les points positifs et de diminuer les points négatifs par d'autres valeurs. Ça a donné naissance en fait au premier code éthique des biotechnologies. Même les académiques n'avaient jamais fait ça jusqu'à présent. Donc il est en ligne, vous pouvez le trouver sur le site web de la paillasse, lapaillasse.org. Et donc en gros, ça définit des points très basiques, très simples, mais qui, par exemple, empêche une personne, en tout cas, de pouvoir travailler dans un lieu comme celui-ci, de travailler sur des applications qui n'auraient pas en fait d'aspect de propos de paix, enfin, dire peaceful purposes. Mais j'ai du mal à traduire en français. Et, par exemple, développer une arme chimique ou bactériologique, par exemple, exactement. Donc ça me paraît totalement évident, mais voilà, il faut le marquer, il faut le dire, il faut l'assumer. Et parce qu'en effet, voilà. On n'est pas là pour contrôler et indiquer ce que vous devez faire. Donc il y a une très très grande liberté sur les projets que vous pouvez incuber à la paillasse, du moment qu'ils sont dans le cadre de la loi, voilà, déjà, et qui sont aussi ensuite, au-delà de ça, dans un cadre éthique qu'on a défini. On refuse aussi toute manipulation animale au sein de la paillasse. Voilà, qui ne sont pas faits, et on s'assure également en fait, que les porteurs de projets ont une certaine autonomie sur ce qu'ils veulent faire. Et lorsque ce n'est pas le cas, on s'assure au moins qu'ils peuvent s'interagir avec d'autres personnes qui ont cette autonomie-là. De toute façon, ça fait un peu partie aussi des valeurs et des règles de fonctionnement des hackerspace et autres, makerspace et Fab Lab et autres, de toujours partager un minimum les sujets sur lesquels on travaille. Il n'y a pas vraiment de secret dans un hackerspace ou dans un bio-hackerspace. C'est-à-dire que tous les projets, en effet, sont documentés. Donc, on sait en permanence qui travaille sur quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, en 3 ans et demi en fait, d'existence, la PS n'a jamais eu aucun accident de manipulation ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu aucun problème en fait, où quelqu'un s'est mis à faire un truc dans cachette. Pourquoi? Parce que de par le niveau de transparence qu'on a, en fait, c'est juste impossible. Il y a une autorégulation en fait, même par la communauté qui se fait. On n'est pas là à surveiller les gens, en fait. Ça se fait naturellement de par en fait, les valeurs actives au sein du lieu, au sein de la communauté. Maintenant, on pourrait rentrer un peu plus dans les détails sur comment on fait pour, à la paillasse, porter un projet. Une fois qu'on rentre dans ce cadre-là, en fait, il suffit juste de décrire un minimum le projet, de nous dire en fait comment vous pensez le réaliser. Voilà, donc ça nous permet en fait de nous assurer que vous comprenez bien ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, en fait, on vous ouvre en fait les portes du laboratoire et en fonction de ça, en fonction de ce que vous avez besoin, ça va être à vous par contre de vous procurer les consommables, etc. On peut s'arranger pour nous via nos réseaux d'en récupérer le maximum possible, y compris pour les équipements. On vous offre les équipements en partie, mais la résidence aujourd'hui du coup a un petit coût. On est en fait dans le même esprit que du coworking, c'est-à-dire qu'on met à disposition le laboratoire pour environ entre 200 et 300 euros en fait par mois. Et ce qui en soi en fait est extrêmement peu cher quand on connaît les coûts en fait d'accès à un laboratoire justement mais un privé dans les incubateurs, ou même ne serait-ce que le coût du coworking lorsqu'on a juste accès à une table et de l'internet, quoi. Maintenant, lorsqu'on n'a pas envie de porter tout de suite un projet, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas le bienvenu à la paillasse pour participer.
vous pouvez très bien accompagner des projets existants. Vous pouvez aussi participer à ce qu'on a une dynamique de ce qu'on appelle les labs à la paillasse. Donc c'est toutes ces thématiques, que ce soit voilà, par exemple les sciences cognitives autour du cerveau, ça va être aussi l'aquaponie, ça va être l'agriculture, ça va être le biodesign ou la bioproduction, mais aussi il y a d'autres domaines. On a des labs en fait, puisqu'on est en train de s'ouvrir justement à d'autres domaines. On en parlait un peu précédemment. On va avoir par exemple des approches plus sociologiques, plus philosophiques de problématiques, par exemple autour de l'urbanisme. On a un laboratoire au sein d'APS qu'on accueille qui s'appelle le Coast City Lab, justement qui s'intéresse aux villes fantômes, de comment elles apparaissent et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les transformer. On a également en fait un laboratoire qui tourne autour du tissu et de la mode qui s'appelle le Textile Lab et qui consiste à comment on peut faire évoluer en fait cette matière textile en fait en contact avec d'autres technologies. Alors, on connaît les vêtements connectés avec l'électronique, mais pourquoi pas imaginer des vêtements qui sont pareil faits à partir de biomatériaux, etc. Donc alors on essaie de vraiment s'ouvrir, d'être le plus inclusif possible, et afin de pouvoir faire émerger en fait des choses totalement inattendues. On est là vraiment pour non pas juste faire en sorte qu'il y ait une réappropriation des bases, mais au contraire en fait on est là également pour pousser en fait dans des directions qui normalement ne seraient pas forcément explorées, de par le niveau d'interdisciplinarité qu'on a à la paillasse. En fait, on est en train d'essayer de reprendre ce qui fait la qualité d'un milieu comme le MIT, par exemple, ou des grands instituts de recherche, mais on le démocratise totalement. Voilà. Alors, avant d'ouvrir les questions dans 2-3 minutes, j'aurais voulu qu'on revienne sur les concepts. Finalement, en racontant l'histoire de la paillasse, tu les as illustrés très largement. Mais pour que ce soit peut-être plus clair, quand on parle de DIY bio, d'open science, d'innovation ouverte, il y a des nuances entre ces 3 différents concepts. Est-ce que tu peux les développer un peu? Et puis, pour donner des exemples très concrets, est-ce que quand un grand groupe, alors je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a beaucoup, parle de démarche d'innovation ouverte, est-ce qu'on est sur la même définition de l'innovation ouverte que vous, sachant que ce grand groupe a probablement une démarche de dépôt de brevet par ailleurs. Donc, comment on fait la part des choses dans ce domaine? La science ouverte, c'est aujourd'hui une problématique, voilà, c'est un questionnement, c'est une mise en avant en fait de problématiques qu'on a aujourd'hui dans le milieu de la science en général, qui est en fait le manque d'ouverture et d'accès à l'information en général. Le fait qu'aujourd'hui, un scientifique, pour accéder à simplement la base, le moyen de base en fait de son travail, qui sont les publications scientifiques, ait besoin de payer des sommes absolument faramineuses. Et que lorsque on n'est pas forcément dans le cercle académique, on est un citoyen, on va dire lambda, on ne puisse même pas en fait accéder, d'où parce que le prix des publications sont totalement inaccessibles aux non-institutionnels. Ça, c'est la science ouverte, c'est comment on fait aujourd'hui pour que cette connaissance qui est produite en général avec des fonds publics puisse rester accessible au public en général et puisse faciliter en fait les démarches en fait de recherche en général. Donc c'est aujourd'hui une problématique qui est essentielle, qui est fondamentale, sur laquelle les gens travaillent. Toute la communauté scientifique est évidemment en train de travailler là-dessus et est en train de dénoncer en fait les pratiques de certains groupes, en particulier les éditeurs des journaux, qui pratiquent des prix en fait improbables. Maintenant, on est évidemment dans cette mouvance-là avec la paillasse, puisqu'on cherche aussi à faire en sorte que l'information produite soit accessible au plus grand nombre. C'est toute la démarche de documentation en fait, de chaque expérience. Absolument, la documentation est ici le nerf de la guerre, vraiment, parce que c'est bien de faire des choses, mais tant que c'est pas bien documenté, même une documentation partielle en fait est pas intéressante, parce qu'elle ne permet pas de reproduire en fait finalement ce que la personne a fait. Hein, c'est un travail qui est pratiquement aussi long et engageant que l'exploration elle-même scientifique qui est faite en amont. C'est-à-dire que produire une publication scientifique ou produire une documentation correcte, ça prend du temps et l'énergie. Donc ici, il s'agit vraiment de mettre en avant les problématiques qui sont derrière et faire en sorte que les gens soient responsables et participent à cet effort collaboratif. Maintenant, le DIY Bio, évidemment, il y a le bio dedans, donc on parle vraiment de biologie, et on parle de biologie dans un cadre qui est non institutionnel, donc qui sort un peu en fait, du cadre de sciences ouvertes classique lié à l'académique. Et on est sur du it yourself, on est sur le DIY, donc on est sur la bidouille, on est également sur l'enseignement, on est également sur
voilà, sur la communication, on est sur l'exploration artistique. Donc forcément, il y a des convergences, il y a des recouvrements. Ne sont pas forcément les mêmes. On va pas trouver les mêmes personnes dans ces deux domaines-là. Tu m'avais parlé d'un troisième. Innovation ouverte. L'innovation ouverte. Alors l'innovation ouverte, pareil. Donc c'est aujourd'hui, je pense, un mouvement pareil d'exploration de nouvelles pratiques dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat et pour les entreprises, entre autres, pour la R&D, un peu comme voilà, le même type de questions pour la science ouverte. Maintenant, on peut être plus ou moins engagé sur certains questionnements, on peut être plus ou moins radical. À la paillasse, on a choisi d'être relativement radical sur au moins un point, de dire qu'aujourd'hui, on avait besoin, à la base, rendre accessible l'information de toute manière. Et que tout ce qui allait être produit justement à la paillasse devait être open source. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est là pour construire un socle fondamental, général, voilà, qui revient en fait au patrimoine de l'humanité. Il y a un projet politique derrière la paillasse de ce point de vue-là. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si demain on veut permettre à d'autres personnes de continuer cet effort-là et de favoriser en fait l'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques, de nouveaux usages, le plus simplement possible, il faut que ces personnes puissent s'appuyer facilement, sans contrainte en fait, sur ce qu'on a produit aujourd'hui. Prenez un exemple, un adolescent de 15 ans qui a un ordinateur, c'est très facile pour lui d'apprendre à coder si ce n'est pas déjà le cas. Et ce totalement gratuitement, en se basant sur ce qui existe sur Internet. Il peut aussi en fait s'appuyer sur des librairies open source gratuites qui sont documentées et qui lui permettent en fait par exemple de coder une app une app qui peut très bien marcher et lui permettre en fait pourquoi pas de se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat très rapidement et de se construire un modèle économique personnel. Ça aujourd'hui dans la biotech c'est tellement impossible. C'est de plus en plus vrai pour l'électronique avec des plateformes de programmation comme Arduino ou Raspberry Pi, ou avec justement des entreprises qui produisent des composants open source voilà, relativement modulaires qu'on peut assembler comme Seed Studio ou SparkFun. Mais dans la biotech, on en est encore très très loin. Donc ici, il y a un enjeu, vraiment. Et donc du coup, si Sony veut venir travailler avec vous sur le développement de composants électroniques biodégradables et profiter aussi non seulement des équipements, mais surtout, je pense, de la richesse de la communauté des contributeurs de la paillasse, ça veut dire que tout ce qui sera étudié, produit, découvert à la paillasse sera partagé avec tout le monde, les concurrents de Sony y compris, etc. Exactement. Donc on ne peut pas faire semblant de faire de l'innovation ouverte si on veut travailler à la paillasse. Exactement. Okay. Voilà, donc c'est une contrainte qu'on a choisi de placer. Après, on pense que c'est pas. Beaucoup pensent que c'est une contrainte négative parfois. Nous, on a tendance à essayer de montrer que c'est pas vrai. Au contraire, que c'est même plutôt positif parce que arriver à paillasse. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a une sorte d'effet paillasse, vraiment d'accélération, c'est-à-dire qu'on arrive, jusqu'à présent c'était très difficile de lancer un projet, d'un seul coup on se retrouve embarqué en fait, dans une dynamique communautaire, ça va dans tous les sens, on rencontre énormément de personnes qui sont là pour vous aider, et ça en fait, cette entraide elle serait impossible si ce n'était pas open source, si ce que vous faisiez n'était pas open source. Donc il y a une valeur en fait, il y a un retour en fait qu'on trouverait pas si on était dans un monde fermé justement d'exclusivité et qui justement empêcherait en fait d'avancer plus rapidement, d'initier quelque chose rapidement. Il y a aussi en fait un gros problème. Faut savoir qu'aujourd'hui les brevets sont reconnus comme étant une source en fait de ralentissement de l'innovation en général parce que il y a plein de chiffres pour l'illustrer, mais il y en a un qui est forcément parlant, c'est qu'il y a pratiquement 50% des startups qui meurent dans les biotech ou dans les technologies en général parce qu'il y a un avocat qui les a appelés, quoi. Et en plus, et pour renforcer cette argumentation, mais ce serait le sujet d'une autre conférence, il y a aussi des modèles économiques qui existent derrière l'open source. L'open source n'est pas antinomique avec la création d'entreprises. Exactement. Être open source ne veut pas dire en fait qu'on vous interdit de commercialiser voilà, le savoir ou la technologie que vous avez mis en place. Hein, ça impose juste en fait de la laisser libre, de façon à ce que d'autres personnes puissent l'utiliser potentiellement pour faire autre chose ou pourquoi pas quelque chose de similaire mais amélioré. En fait, faut voir que l'open source est même un argument marketing. Parce que, pourquoi j'utilise le mot marketing ici? Parce que à partir du moment en fait, où c'est ouvert et que vous avez un rapport ouvert avec votre technologie et votre produit au final,
vous avez la possibilité en fait de créer une communauté d'utilisateurs relativement actifs autour. Et donc en partageant en fait vos ressources et votre technologie avec eux, ils vont vous donner des feedbacks beaucoup plus importants que vous le pensiez. C'est exactement ce qui se passe en fait avec l'open source dans le software. Le software, dans le milieu du logiciel, les librairies open source, en fait, elles sont surtout maintenues non pas par des communautés bénévoles en fait de codeurs, mais par les entreprises qui les utilisent. Parce que voilà, ce sont des codeurs professionnels qui sont payés pour ce qu'ils font et qui ont besoin en fait de s'appuyer sur ces ressources générales. Donc il y a une mise en commun en fait des savoirs et des compétences pour maintenir en fait ces librairies open source et gratuites. Dans le milieu électronique, c'est pareil. Tout simplement parce qu'à partir du moment où en fait, on a une plateforme qui est ouverte, et ça veut dire en fait, tout ce qui est produit à partir de cette plateforme-là est partageable, on crée en fait une aspiration en fait, de la communauté vers l'utilisation de cette plateforme-là, parce que les nouveaux utilisateurs peuvent s'inspirer de ce qu'ont fait les autres, et donc c'est plus simple en fait, d'utiliser cette plateforme-là qu'une autre concurrente. Et ça, c'est vrai pour tout en fait. Donc, en fait, c'est un double win-win. Que ce soit en fait pour au final les entreprises et la communauté. Ok, merci. On va prendre maintenant quelques questions. J'en ai pas vu passer sur Twitter. Vous n'avez pas beaucoup tweeté. Ou alors vous n'avez pas de questions. Peut-être que ça marchera mieux avec voilà, un micro. Du coup. Oui, après cette success story, est-ce que vous avez encore le temps et envie d'avoir des projets concrets, par exemple en biologie? Alors oui, évidemment, parce que en étant en contact permanent en fait avec ces communautés extrêmement productives, créatives, on est nous-mêmes amenés en fait à avoir pas mal d'idées. Il se trouve que moi, je suis moi-même sur un projet actif en parallèle de la PAYAS, qui est justement le projet de la bio-encre. C'est mon projet de l'encre biologique. Et donc j'essaie de développer comme ça avec d'autres biologistes et designers. Donc ça me permet de garder un pied sur la paillasse expérimentale réelle. Mon enjeu aujourd'hui, c'est que j'ai fait le choix de ne pas être utilisateur d'une paillasse, mais en fait de passer derrière et en tant qu'entrepreneur, de plutôt créer la niche qui va permettre à d'autres entrepreneurs et d'autres chercheurs et d'autres bidouilleurs et amateurs de pouvoir en fait travailler. Donc c'est un choix, c'est un investissement. Aujourd'hui, on met en place des nouveaux types de services après avoir changé la logistique du laboratoire. Comme vous avez pu voir, on est en train de mettre en place une nouvelle logistique de financement de projet. Pourquoi? Parce que tous les projets qui sont réalisés à la paillasse sont en dehors la plupart du temps du circuit académique, donc ils ne peuvent pas faire appel au financement réservé à ces milieux-là. Ils sont également en dehors du circuit type start-up parce qu'ils ne sont pas encore formalisés et puis ils n'ont pas forcément envie de se formaliser sous forme de start-up, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capital. Donc ils ne peuvent pas faire appel en fait, au mode de financement des start-up. Donc il y avait un peu un paradoxe, c'est-à-dire que la paillasse étant aujourd'hui un des lieux privilégiés pour faire les preuves de concept nécessaires pour, pourquoi pas, la création d'une start-up. Enfin, pour faire ces preuves de concept, on a besoin d'un laboratoire, d'argent aussi, mais on ne peut pas le trouver. Alors on va dire du coup aujourd'hui, on ne va pas leur dire aller créer une start-up et puis essayer de voir, d'essayer de monter de l'argent. En fait, ils vont perdre des mois comme ça, essayer de se formaliser, à créer une start-up, à aller chercher des fonds. Ils n'auront même pas bossé sur leur projet. Donc, on veut plutôt le dire aux gens, franchement, bossez sur votre truc. Vous avez une fenêtre qui s'offre, vous avez une super idée. Vous pouvez accéder tout de suite à un laboratoire, à des compétences et puis à des moyens. En fait, ce qui vous manque, en fait, c'est juste de l'argent. Et donc, on va mettre en place en fait un moyen pour que ça puisse se faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Un système de bourse ou... Alors, c'est pas vraiment un système de bourse. En fait, on est en train de mettre en place quelque chose qu'on appelle Call for Hackers. Qui consiste à aller lever de l'argent auprès d'organisations, que ce soit des fondations, des collectivités ou des entreprises qui sont intéressées par une problématique particulière. Par exemple, l'agriculture et le numérique, ou la e-santé, ou le handicap, ou même des choses plus pointues comme le cancer du sein. Et donc, à un moment donné, de ces problématiques ou ces thématiques, de faire appel à la communauté pour les faire avancer ou pour les résoudre. Et à ce moment-là, en fait, lorsqu'on a des projets qui rentrent en fait, dans ce cadre relativement large, eh bien, ils peuvent recevoir un financement. C'est-à-dire que
un financement relativement important. Ils ont une résidence totalement gratuite au sein de la paillasse. Et tout ce qui est produit, par contre, en échange, parce qu'il va y avoir une co-construction qui va être faite avec la communauté. C'est vraiment un appel à la communauté et donc à des hackers en soi, pour que vous allez vite comprendre pourquoi. Tout ce qui est produit dans ce call est open source. Donc on a en gros 6 mois pour permettre à des gens de faire une preuve de concept, un prototype fonctionnel, et donc d'accélérer comme ça en fait l'itération sur des projets qui peuvent être plus ou moins complexes. On a comme ça aujourd'hui des premiers projets qui sont en train d'apparaître autour de l'e-santé. On a un échographe open source low cost qui est en train d'être mis au point au sein de la paillasse. Voilà, un échographe. C'est une machine de diagnostic médical qui est extrêmement utile. Le problème, ça coûte très cher, entre 50 et 300 000 euros en hôpital. C'est pas très portable. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils sont difficilement accessibles dans les lieux voilà, un peu lointains, avec une densité de population faible. C'est quoi un échographe à moins de 500 euros qui peut se brancher sur un smartphone, par exemple? Voilà. C'est un objet totalement disruptif. Et donc, et en open source, ça veut dire que derrière, il y a vraiment des comités qui peuvent s'intéresser à la technologie, à la plateforme, et l'améliorer continuellement. Voilà, donc c'est ce type de projet qu'on a envie d'accompagner. Ils ont besoin d'accompagnement pour commencer. Et donc, en fait, encore une fois, on prend un peu notre cap d'entrepreneur et de risqueur. Après avoir monté un laboratoire, on va essayer en fait tout simplement de réinventer la manière dont sont faits les appels à projets, quoi. Il y a une autre question là-bas. En fait, moi, j'ai une question plus d'ordre organisationnel. Aujourd'hui, dans notre société, on comprend très bien en termes d'organisation quand c'est organisé de manière hiérarchique et pyramidale. Et on comprend très bien en quoi c'est bancal et en quoi ça ne marche pas. Par contre, l'horizontalité, en termes d'organisation, on comprend à quel point ça peut être génial, mais concrètement, on a peut-être plus de mal à comprendre comment éviter le bordel. C'est très pragmatique. Comment c'est organisé concrètement la paillasse? Alors aujourd'hui, la paillasse, elle est organisée en fait déjà autour d'un cœur de personnes qui sont là pour vraiment porter tout le micromanagement, l'aspect stratégique, de contact, etc. Donc des gens qui sont décidés de s'investir à quand même relativement haut niveau, donc qui ont pris un sacrifice personnel. À ce moment-là, en fait, ce sont des personnes qui vont, par exemple, comme moi, aller démarcher des partenaires, aller construire les laboratoires, mettre leur bleu le dimanche pour aller faire de la soudure. Le laboratoire est co-construit, hein, donc ça veut dire qu'on a des coûts de travaux qui sont relativement limités. Aujourd'hui, à la paillasse, bon, voilà. Aujourd'hui, à la paillasse, personne encore n'est payé. Et pourtant, on a environ 3 personnes qui sont à temps plein, qui sont des personnes qui ont voulu, en fait, depuis qu'on est à Paris, faire le choix de dire qu'on a la possibilité de monter un modèle économique viable. Donc on prend un vrai risque. Pour être très franc, aujourd'hui, en fait, on se repose sur Pôle emploi pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc il y a une communauté de bénévoles, par contre, qui est énorme. Et ces bénévoles, je pense que des bénévoles très actifs, on en a environ à peu près une trentaine, quarantaine, qui sont présents à chaque fois qu'on fait un sprint de construction, où on va organiser un événement. On a fait une soirée d'inauguration le 4 octobre, qui était totalement magique, et on a accueilli plus de 600 personnes. Et tout a été fait grâce à des bénévoles. Tout ce qu'on a construit là jusqu'à présent, le lieu tel quel, les projets et tout ce qui va aux alentours, a été construit par des bénévoles. Donc en fait, oui, le système d'organisation horizontale a ses limites parfois, mais... Concrètement, comment vous prenez vos décisions? Alors les décisions, en fait, pour le coup, elles sont faites de manière relativement collective. C'est-à-dire qu'on est une association, donc c'est-à-dire qu'on a un CA et on a un bureau. Et donc, au sein du bureau et du CA, lorsqu'on fait des choix stratégiques, comme par exemple la prise d'un lieu comme celui-ci, on risque en fait, pareil, certains montants d'argent, et on fait un risque parfois assez inconsidérable. Ben, on fait en sorte que le choix soit acté en fait par l'ensemble de la communauté, au moins par les personnes responsables qui agissent au cours du temps pour la paillasse. Donc, et dans la gestion quotidienne, du coup? Dans la gestion quotidienne, ce que je disais, on est aujourd'hui 3 personnes à gérer, plus environ 5-6 personnes qui sont beaucoup plus présentes pour l'organisation des événements, etc., ou alors c'est quelque chose de particulier à faire. Ce
ce qu'on est en train de mettre en place depuis qu'on est à Paris, c'est justement un écosystème de partenaires suffisant pour permettre en fait à l'association de payer au moins 2-3 personnes à partir de janvier pour pouvoir au moins gérer la communauté et qui est vraiment en train d'exploser en termes de nombre et le lieu. Faut voir aussi qu'on a une communauté qui s'agrandit non pas seulement localement mais de manière internationale, parce que la paillasse, c'est ça qu'on a oublié de le mentionner, c'est un réseau de laboratoires international. Aujourd'hui, en fait, la paillasse a fait des bébés. On a une paillasse en construction à Lyon, on a également à Bordeaux, une en développement en projet, il me semble, à Grenoble. On a également en fait une paillasse aux Philippines, à Manille. On a également en fait, alors ça s'appelle pas forcément paillasse, ça fait partie du réseau paillasse, mais on ne force pas les gens à s'appeler paillasse. On a le laboratoire Aquarium à Lausanne, qui est à côté de... Voilà, à côté de l'EPFL. On a également le laboratoire Forma, donc pareil, tous des laboratoires communautaires. Forma à Cork, en Irlande, ce qui est amusant que Forma, ça veut dire paillasse en gaélique. On a également, depuis septembre, en fait, lancé la création des 2 premiers biohackerspace de Chine, un à Shenzhen et un à Shanghai. Voilà, donc en fait, on s'active à favoriser l'émergence en fait, de biohackerspace et de mettre en fait ces communautés locales en réseau, de façon à ce que voilà, on puisse encore améliorer la quantité d'informations qu'on puisse partager et ouvrir encore plus en fait les perspectives de développement de projets sur les thématiques auxquelles on ne serait pas normalement sensibilisé. Donc, oui. Peut-être juste pour compléter cette réponse, et parce que je pense que la question portait peut-être sur des aspects pratico-pratiques de gouvernance au quotidien, etc. Je pense que pour se rendre compte vraiment de comment fonctionne un lieu comme ça, et comme tous les hackerspace et ces tiers-lieux qui se développent de plus en plus, je pense que le mieux c'est d'aller sur place et d'y passer un petit peu de temps. Traditionnellement, dans les hackerspace, il y a une espèce d'autogestion assez bien organisée où on a des réunions toutes les semaines, par exemple, qui se déroulent selon des règles assez cadrées. Enfin, j'ai assisté à une de ces réunions dans un hackerspace historique qui s'appelle Noise Bridge à San Francisco, par exemple. C'était leur 400e réunion hebdomadaire. Et en fait, finalement, cette horizontalité, elle était totalement rentrée dans les mœurs. Il y avait un ordre du jour, 40 personnes autour de la table, et ça se passait très bien, bizarrement. Et je pense que c'est vraiment une culture. Alors, les nouveaux arrivants apprennent en participant, et ça se fait progressivement. Mais au final, de manière un petit peu... Enfin, on ne sait pas trop comment, mais ça fonctionne. Oui. En fait, on a un groupe de personnes à essayer de définir les enjeux et les stratégies pour la paillasse, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et ensuite, on essaie de respecter en fait, cette carte en fait qu'on trace avec les moyens, bien évidemment les moyens du bord, et en s'appuyant sur une communauté en fait bénévole qui comprend ce qu'on a envie de faire et qui a envie de nous accompagner. Donc à partir de là, on est plusieurs personnes du coup à prendre certains risques et à prendre certaines responsabilités. Et à partir du moment en fait où tout ce qui est fait est partagé et revient de toute manière à la communauté, parce que c'est un lieu qui est fait pour être communautaire, ça se passe très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions derrière nous? Oui, bonjour, je vous ai entendu parler d'exploration artistique. Et bon, je suis moi-même plasticienne et donc j'ai été passionnée par vos encres et vos tissus biotechno. Et j'aimerais savoir comment donc les artistes peuvent s'intégrer à la paillasse en n'ayant pas de background scientifique. Alors, on a déjà en fait des artistes en résidence à la paillasse. Donc, en fait, ce qu'on propose en général, pour l'instant, c'est pas très bien formalisé. C'est vraiment de l'exploration. On est encore dans l'expérimentation. On essaie de fixer les choses le moins possible pour pouvoir évoluer le plus facilement possible. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, une artiste qui s'appelle Lia Giraud, qui travaille avec des algues, qui fait de l'impression photographique sur des algues. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Et donc, simplement, ne serait-ce que même pour l'encre, le projet l'encre, à un moment donné, on va lancer un appel pour que justement des artistes et designers, des plasticiens, puissent expérimenter avec ce type de nouveaux matériaux et
et puissent montrer en fait ce qui est possible de faire avec ces nouveaux types d'approches. Donc à ce titre-là, il y aura un accès en fait à la paillasse pour ces petites expérimentations. On pourra même livrer des échantillons. En fait, lorsqu'il y a un projet qui se lance, il faut voir que la personne peut très bien être totalement indépendante, donc venir à la paillasse et dire voilà, je prends cet espace-là. Pour le coup, là, il y a un coût personnel de location d'espace. Après, maintenant, on a également des projets accompagnés par la paillasse plus communautaires. Et si l'artiste veut rentrer justement au sein d'une communauté sur une problématique particulière, c'est totalement possible et ça se fait beaucoup. Et participe en fait à l'effort général, l'exploration. Voilà, par exemple, on a des personnes qui travaillent sur les sciences cognitives et les relations entre l'homme et la machine. Et donc, il y a pas mal de designers et d'artistes qui tournent autour de ces questions-là et qui essaient d'avancer avec ce que propose justement l'association. En tout cas, le lieu n'est pas du tout réservé aux entrepreneurs ou aux chercheurs ou quoi que ce soit. Et comme je le disais tout à l'heure, les biologistes sont en minorité à la paillasse. Peut-être une dernière question. Il nous reste 3 minutes. Ouais. Bonsoir. Je voulais savoir, vous êtes en train d'ouvrir une brèche relativement puissante en termes de modèle économique, politique, culturel et aussi sociétal, parce que c'est une nouvelle façon de travailler. Après, il faut en vivre, ça c'est la clé en tout cas, ça va être absolument nécessaire. Sur le long terme. Ce que je voudrais savoir, c'est, moi je vous identifie clairement comme une menace pour les groupes industriels tels qu'ils sont aujourd'hui, tel que leur modèle économique leur permet de faire de l'argent. C'est-à-dire, j'innove à des prix très élevés. Je brevette et je suis tranquille pour 10 ans à peu près, hein, ça marche comme ça. Est-ce que vous avez l'impression de commencer à chatouiller les industriels, petits, moyens ou gros C'est une très bonne question et en fait oui et non. C'est-à-dire que évidemment, je pense qu'ils nous regardent avec un certain œil comme ça. Ils se disent qu'est-ce qu'ils font exactement, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va devenir sérieux ou pas, c'est quoi le potentiel. Je pense qu'eux-mêmes, comme nous, en fait, on a du mal à comprendre ce qu'on est en train de réaliser parce que c'est tellement large et on est dans l'exploration continue. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est on n'essaie pas de se mettre en opposition par rapport à un modèle existant. On essaie d'être le plus inclusif possible et on essaie évidemment en fait, d'inclure les autres, ceux entre guillemets de l'ancien modèle, si on pourrait appeler ça comme ça. Aujourd'hui, pour les Call for Hackers, par exemple, on va souhaiter aussi intégrer des entreprises. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'aviez dit, en interne, lancer des pistes d'exploration, c'est extrêmement difficile et ça coûte extrêmement cher. L'avantage qu'on a réussi à trouver avec Call for Hackers, c'est que du coup, des problématiques peuvent les intéresser, mais qui peuvent intéresser aussi en fait, la société en général. Eux, parce qu'ils n'arrivent pas à les résoudre en interne, ils n'arrivent pas à l'explorer, ils vont faire appel en fait à la communauté. L'avantage, c'est tout ce qui est produit open, donc appartient à tout le monde. Donc si vous le récupérez par derrière, ils peuvent, mais c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent le récupérer aussi. Donc c'est aujourd'hui, en fait, on est déjà en discussion avec des grands groupes. Comme ceux d'environnement par exemple, on discute aussi avec la fondation Pierre Fabre. L'idée c'est, on est nous-mêmes les premiers étonnés en fait, de voir à quel point ils peuvent être ouverts à l'open source. À partir du moment en fait, où en effet il y a un impact qui leur revient potentiellement. Donc je pense qu'une des erreurs en fait, qu'on peut faire parfois, c'est opposer les modèles. Ici, il s'agit vraiment en fait, de proposer un modèle où tout le monde peut interagir avec tout le monde, parce qu'on est tous en fait acteurs, on partage tous en fait finalement un même écosystème, on est tous acteurs différents, mais on se doit en fait d'interagir, on n'est pas là pour repousser l'autre. Donc on n'est pas du tout en fait, dans un modèle de compétition et on veut s'imposer par rapport à autre chose. Au contraire, on essaie plutôt en fait, de faire en sorte que les modèles de chacun, la manière dont on puisse en fait, innover, que ce soit voilà, en tant que start-up, en tant qu'amateur, en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'entreprise ou en tant qu'industriel, c'est de la manière plus ouverte possible et la plus respectrice possible en fait, de la société et de l'environnement. Voilà, donc pour l'instant, pas de bâton dans les roues.
ceux qui le feraient peut-être éventuellement n'auraient sans doute pas compris le sens de l'histoire, parce que l'open source, de toute façon, c'est un mouvement qui, je pense, va se développer dans tous les domaines et de plus en plus dans les prochaines années. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête maintenant, à moins qu'il y ait vraiment une dernière question super importante. Il y en a une petite là-bas. Bonsoir. Alors juste, je ne sais pas si ma question sera super importante, mais en tout cas, c'est juste pour revenir sur un point de définition et pour rebondir sur la question juste avant. On a parlé tout à l'heure des brevets qui limitaient la capacité et la vitesse d'innovation. Est-ce que le fait d'ouvrir ces brevets simplement, voire de les publier comme l'a annoncé Elon Musk, là, le patron de Tesla, est-ce que c'est suffisant à vos yeux pour être qualifié de démarche open source, ou est-ce qu'il y a d'autres conditions, notamment dans les termes mêmes de la démarche d'innovation, pour être vraiment qualifié d'innovation ouverte? Alors, en effet, l'exemple d'Elon Musk avec Tesla est très parlant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tesla, aujourd'hui, c'est une des entreprises les plus innovantes en fait, dans le domaine des voitures électriques. Et donc, ils ont innové énormément en fait sur la technologie des batteries entre autres et des moteurs électriques et des châssis de voitures électriques. Et ils sont aujourd'hui les numéro 1 vraiment en fait très clairement. Et ils ont fait un geste que personne n'attendait. Ils ont ouvert en fait leur batterie de brevets, comme ça on en avait des dizaines, et ils ont mis en open source, c'est-à-dire qu'ils les ont libérés. C'est-à-dire utiliser l'information qu'on a créée et la technologie qu'on a créée, et ce en fait sans forcément nous demander. C'est en soi une vraie révolution, et je pense qu'Elon Musk est habitué en fait à cette expression. C'est également lui en fait qui est CEO de SpaceX, qui est en train de révolutionner également en fait le monde de l'exploration spatiale. Et il faut savoir que SpaceX en fait ne pose même pas de brevets. Parce qu'il se dit que de toute façon ça sert à rien de poser des brevets en fait sur les technologies d'exploration spatiale, parce qu'on est tellement peu nombreux en fait à aller dans l'espace de toute manière que ça sert à rien. Clairement, en fait, je pense que l'open source si on devait juger en fait si une technologie est open source ou pas, ça se pose ça peut juger sur le fait que si la technologie est documentée, c'est-à-dire qu'en gros on est capable de reproduire la technologie en question. Donc ça veut dire que la documentation est suffisamment bien faite. Le brevet en soi est une forme de documentation extrêmement complète quand c'est bien fait, quand on n'essaie pas de cacher des choses un peu par derrière. Donc à partir du moment en fait où un brevet soit n'est pas incompatible avec l'open source, on peut très bien déposer un brevet et ensuite rendre la licence totalement ouverte et gratuite. Voilà. Donc c'est possible. Donc ce qu'a fait Elon Musk en fait, on peut appeler ça de l'open source. Ouais. Maintenant, on n'est pas obligé de passer par les brevets, parce que le brevet aujourd'hui, si on a pris la décision dès le départ de faire de l'open source, c'est bête en fait de passer par des bureaux de brevets, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Autant publier la chose dans un journal scientifique par exemple, qui est référencé. Donc, au moins l'avantage c'est que ce qui a été déposé, une fois qu'on s'est mis dans le domaine public, ça ne peut pas être breveté. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque vous mettez une information nouvelle, voilà, potentiellement brevetable, vous la mettez dans le domaine public, personne derrière ne pourra la breveter. Maintenant, si vous la mettez dans le domaine public mais relativement cachée, personne n'ira la voir, donc c'est-à-dire que des gens pourront poser des brevets, mais vous pourrez potentiellement les attaquer. Mais le problème, c'est qu'un brevet, il est valable seulement si on peut en effet le protéger, ça coûte extrêmement cher. Donc l'intérêt de l'open source vient en fait de la documentation publique évidente, donc la plus exposée possible. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, si. Merci beaucoup. Merci aussi au groupe SOS et puis à la Gaîté Lyrique d'avoir accueilli cette conférence. Je rappelle peut-être les liens utiles pour en savoir un peu plus sur la paillasse. C'est tout simple, lapaillasse.org. Si vous voulez en savoir plus sur... C'est un groupe Facebook où il y a beaucoup de personnes. Il y a pratiquement 2000 personnes. Donc si vous voulez partager des infos, recevoir des infos sur ce qui se passe dans ce monde-là, c'est le groupe Facebook qui est le plus à même de vous aider. D'accord. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'économie collaborative d'une manière plus large, au-delà de l'open science, bien sûr, vous pouvez aller sur weshare.net ou même magazine.weshare.net où on publie tous nos articles.
Voilà, merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à présent. Et bonne soirée. Merci à tous. Ça va ?